Ça a l'air de marcher. Désolé pour le faux départ. J'ai des petits soucis avec ma box, les joies du direct. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, mais pour commencer, j'aimerais bien creuser un peu la dernière proposition sur Uniswap, donc le DeFi Education Fund, où l'idée, ça va pas être. Bon, je pense que vous l'avez compris, moi je suis assez opposé à l'idée, même si maintenant ça va quand même un peu mieux, mais bon, l'idée, c'est pas de de toute façon, le vote est passé. Donc déjà, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Je voulais pas faire de la politique, disons. Mais je veux plus qu'on parle en fait de gouvernance en utilisant ça comme exemple. Euh, Salut Jean-Bras, c'est Martin GPZ, c'est un plaisir de vous voir. Donc ça, premier sujet de la proposition Uniswap. Après, on va aller voir un peu du côté, maintenant qu'on a du recul à la fois sur Uniswap V3 et un petit peu sur la tri-crypto de Curve. Je pensais juste faire un petit tour, côté ce qui se passe, voir en fait ce qui se passe sur ce que j'appelle les principales paires, donc en gros les stable et les ETH Bitcoin stable. Vu que maintenant les deux DEX sont sur les deux coups, disons, pour voir un peu qui prend quel marché, quoi, concrètement, ou en tout cas, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et donc, ça, la petite guerre des DEX pour le deuxième sujet. Euh, Comme toujours, on va finir avec un petit point polygone parce qu'il y a eu des lancements sympas. Donc, Balancer et Pickup. Et ouais, entre-temps, deux autres petits sujets qui sont premier que j'appelle la taxe de paresse. On en a déjà un peu parlé, mais j'articule un peu mieux maintenant ce que j'entends derrière tout ça. Bon, c'est pas un truc que j'ai créé moi d'ailleurs, je sais pas si c'est une thèse vraiment formulée, mais bon, on va en discuter en DeFi. Et après aussi, un autre sujet qui rebondit un peu sur discussion qu'on a eue au précédent live, où on a pas mal parlé stablecoin, mais aussi en gros, ouais, toutes les options qu'il peut y avoir pour faire des rendements avec les stablecoins ou des choses comme ça, et les stablecoins un peu alternatifs sur l'euro ou d'autres. Et donc là, je voulais vous faire un petit point sur RAI en termes d'options de rendement sur RAI puisque ça s'est pas mal étoffé depuis les dernières fois qu'on en a parlé. Donc voilà, c'est à peu près le menu pour aujourd'hui. On va se lancer tranquillement. Bonjour à tous. Merci Esperizi Hero pour le Prime de 2 mois. Et, euh, et c'est parti. Alors, donc pour le gros du jour, qui est la governance proposal sur Uniswap. Euh, alors, il y a plusieurs choses, mais en soi, déjà, le TLDR, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, donc le résumé, c'est que donc il y a une proposition qui est passée maintenant, désormais le vote est passé, pour créer ce qu'ils appelleraient un DeFi Education Fund, financé avec 1 million d'unis, et dont l'objet est de promouvoir, alors c'est assez vague et c'est un peu l'objet de la controverse, mais en gros de promouvoir les intérêts de la DeFi et notamment plutôt dans un angle lobbying par rapport aux policy makers, comme ils disent en anglais, donc ceux qui écrivent les lois, quoi, aux décideurs, comme on dirait ici, ou je sais pas trop quel est l'équivalent français. Euh, donc ça, c'est à haut niveau, c'est à peu près l'idée. Euh, et en soi, vous pourriez vous dire, bon, ok, c'est pas, y a pas de controverse, Brice, là, pourquoi tu pètes un câble? Les gars, un gros protocole DeFi qui, a priori, veut allouer de l'argent pour, on va dire, défendre légalement la DeFi. A priori, ça se tient. Euh, Il y a il y a plusieurs problèmes, au fond, quand même, malgré tout. Donc, le premier, c'est le montant. On parle d'1 million d'unitokens, soit 20 millions de dollars, qui est en fait assez conséquent quoi, pour ce genre d'initiative. Parce que c'est vrai qu'on a. Bon, après, voilà, on s'imagine un peu que le lobbying, on y dépense des milliards et des milliards, mais bon, faut se rendre compte que 20 millions pour lobbyer, c'est un paquet, quoi, et que la plupart des structures similaires sont pas financées à des hauteurs comme ça. Euh, Après, euh, comment dire, putain, je prends des textes, ok, il y a un petit décalage. Donc, bah, en plus, j'ai eu la bonne idée de faire le plan sur le tel. Donc, après, l'autre problème essentiel on va leur redonner ça quand même, qui a été adressé, on va rentrer dans le détail, en partie, mais quand même sur du fais-nous confiance, c'est que, en gros, la manière dont c'est structuré, le vote passe, un multisig reçoit 1 million d'unis, fin de l'histoire. Euh, donc ça, c'était vraiment la proposale initiale, c'était ça.
Et donc, en gros, les gars, ils n'avaient pas à reporter, pas de transparence, ou quasiment pas, OSEF. Faites ce qu'ils vont, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent, et ainsi de suite. Alors, ils ont amendé pas mal ça depuis, parce que la communauté a gueulé, et ils ont rajouté, il y a toute une section où ils détaillent un peu les modifications en fait qui sont essentiellement autour de ça, qui sont en gros des choses vis-à-vis du reporting, de donner de la visibilité sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, et, euh, et ouais, un peu, voilà, dans la logique où ces gars-là vont être en gros embauchés par les holders d'Uni, il faut bien qu'ils leur rapportent qu'est-ce qui s'est passé avec leur précieux 1 million d'Uni, à quoi ça a servi et quels sont les résultats obtenus. Euh, donc à ce niveau-là, ça s'est un peu amélioré, mais il faut quand même garder en tête que dans la situation actuelle, les 1 million d'unis sont envoyés à un multisig de 7 personnes qui sont ici, et il y a une promesse de utiliser FailSafe. Bon, pour leur décharge de produit n'est pas, il y a du développement à faire encore, qui est un truc qui permettrait en fait au, au holder d'Uni d'avoir un droit de veto sur les transactions de ce multisig et donc une forme de contrôle. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc, c'est un des points qui pose problème. Moi, honnêtement, c'est un de ceux qui m'a un peu fait sortir les yeux de la tête, parce qu'on est en DeFi, on sait que les incentives, ça se donne pas comme des bananes à un macaque, quoi. Il faut, ouais, enfin, en tout cas, si tu veux faire des choses pertinentes, il faut réfléchir un peu et il faut utiliser tous les mécanismes disponibles. Là, en l'occurrence, je vois pas pourquoi, même si le truc est financé à hauteur d'1 million d'unis, pourquoi ils ont besoin des 1 million d'unis immédiatement le jour du vote. Enfin, dès que ça passe, quoi. C'est en soi, pourquoi il n'y aurait pas un relaisement phasé des unis par tranche de 100K, mettons, ça fait déjà quand même un petit million de dollars, hein, donc il y a de quoi faire. Et, euh, et en gros, chaque nouvelle tranche est votée, permise et motivée. Ça aurait pu être un modèle pour être s'assurer que il n'y a pas ce problème de, bon, on finance un gros paquet, on ne sait pas où ça va. Sachant que là, en plus, donc, concrètement, c'est 20 millions, 1 million d'unis qui partent à DeFi Education Fund, qui est une structure créée à l'occasion de cette proposale, qui, en elle-même, en fait, va potentiellement prendre des initiatives, mais voit surtout son rôle comme financer et supporter d'autres structures. Et donc, c'est là un peu où ça pose problème aussi. Ça va être assez dur de suivre la trace de tout ça, et on ne sait pas vraiment concrètement quel genre d'agenda va être promu par cette entité. Et alors, sur le dernier point, qui est tout simplement le vote en lui-même, et comment ça s'est décidé en fait, et un peu les conflits d'intérêts, on appellerait ça en fait, mais on n'utilise pas trop ces mots-là en DeFi étonnamment. Euh, donc là, je vous renvoie plutôt vers Chris Blake, qui a bien couvert le sujet. Donc il fait ça en anglais, mais voilà, je pense que vous le connaissez et vous pourrez suivre. Et je vous le mets quand même au cas où. Bon, Chris Blake sur Twitter, attends, il est là. Parce que c'est... Ah ouais, il est là, parfait. Parce qu'en termes de, ouais, en termes de couverture sur ce sujet-là, c'est vraiment un des rares qui a vraiment, qui s'est donné. Il a fait une lettre ouverte pour poser certaines questions avant le vote et ainsi de suite. Euh, mais donc oui, un des enjeux autour du vote, c'est que l'organisme qui reçoit, donc le multisig, c'est cette personne. Euh, ils ont des proximités avec l'équipe Uniswap et les VC qui ont financé Uniswap. Sachant que bah, c'est aussi les gros possesseurs de tokens, ces gens-là, qui se votent du uni pour. Alors c'est très schématique, mais voilà. C'est vrai qu'en soi, on pourrait presque résumer le vote comme ça. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai que ça fait un peu. Quoi. Euh, ça peut laisser un goût bizarre en bouche, surtout quand il n'y a pas beaucoup de recours là-dessus. Donc, à voir où ça va aller. Ça va de toute manière avoir une influence, un impact, c'est sûr. Euh, je pense qu'ils ont quand même bien reçu le signal côté communautaire que hey, les gars, on ne va pas vous écrire un chèque en blanc. Ça se voit dans disons, le sens qui a été pris par les différents amendements amendements, on ne s'appelle pas comme ça, mais les différentes modifications qu'il y a eu sur la proposition depuis sa première formulation. Et voilà, ça reste assez décevant. Bon, après, c'est Uniswap, hein, donc c'est pas non plus surprenant, pour être honnête avec vous. Ça va vraiment dans la logique de ouais, on en parlait déjà à l'époque des Live même DeFi France, il y a un petit bout de temps, sur la logique de structuration de la DeFi en différents pôles, en différentes approches, et une approche, disons,
Alors après, voilà, ça va faire encore le Gaulois qui part en bataille, mais l'US américaine, BC, qui adore les BC ou très fundée par les BC. euh, En gros, une approche, disons, on va plutôt le mettre dans, parce que VC, tout, c'est pas le point, c'est plutôt dans ce sens-là. Une approche big tech exportée à la DeFi. C'est ça, en fait. Ça, c'est. Bon, au final, c'est les modèles qu'on voit commencer à émerger sur des trucs comme Uniswap Compound et des choses comme ça, à voir où ça va nous mener à terme. Mais moi, c'est pas forcément la DeFi avec laquelle je raisonne. Je pense que vous l'avez bien compris. Euh, mais ça influence. Tout est connecté, donc ça va avoir de l'impact. Et c'est pour ça que je suis. Euh, donc, pendant que il se passe ces choses-là au niveau de la gouvernance, euh, une des choses intéressantes à regarder, c'est aussi concrètement qu'est-ce qui se passe au niveau des échanges, et notamment au niveau des prix. Euh, alors, moi, j'avais suivi un peu cette semaine pour voir, mais il me semblait que, alors en termes, on va commencer par les stables, parce que c'est le plus simple, c'est pépère. Donc, on va faire un petit million, hein, comme d'hab, on est tranquille, on fait un petit swap comme ça, juste pour voir, un peu d'argent de poche. Euh, donc, hop, et une swap info. Une swap ici, pas info. Hop. Donc un petit million de DAI vers USDC juste pour voir le slippage. Et après, si vraiment c'est serré, j'irai voir sur d'autres paires. Mais bon, généralement, même là, on a déjà la tendance sur le reste. Alors, c'est quand même bien plus serré que la dernière fois qu'on avait fait ça. Donc là, pour ceux qui voient pas forcément l'écran, donc sur 1 million, on a en fait un peu de positif. On a un peu plus de USDC que de DAI des deux côtés. On a 487 USDC en plus côté Curve et 340 côté Uniswap. Donc Curve légèrement dessus. Juste faire une autre paire pour voir. On va faire USDT, USDC, tiens. Ouais, c'est pareil. Là, on a un peu moins du coup sur cet échange-là, mais pareil, toujours légèrement en faveur de Curve. Donc à ce niveau-là, ça semble toujours assez. Ah, comment dire? C'est toujours en faveur de Curve, donc c'est toujours là où on a le meilleur prix. Mais par contre, l'écart s'est resserré pour Uniswap. Alors après, le truc, c'est que maintenant, bah, on a quand même une TVL assez importante sur Uniswap. Donc disons le petit argument du ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de liquidité et après ça marchera mieux, ne semble pas si convaincant que ça. Moi, ce qui va m'intéresser plus maintenant, c'est surtout sur des swaps du coup, ETH à stable, par exemple, ou wrap Bitcoin à stable, parce qu'il me semble que la pool, la tripool de Curve, elle a pris pas mal de volume aussi. Donc, allez, on va voir avec un truc assez simple, pareil. Un petit 100 Ether cette fois-ci en USDC. Pareil, hein, on est des petits traders du dimanche. Pas 1100. Et alors, ça nous donne quoi? Ouais, alors là, c'est à peu près la même chose que de l'autre côté. C'est léger, enfin, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc, c'est légèrement en faveur d'Uniswap. On va avoir un peu plus. Euh, 222 590 contre 221 989 sur Curve. Alors après, il faut voir aussi en fonction du marché et des sens. Le but, c'est pas de trouver le meilleur prix sur les paires, là, sinon on irait sur Paraswap et OneInch pour ceux qui préfèrent se faire à saisir leur positive slippage. Mais non, là, le but, c'est plus de regarder concrètement au niveau racine, qu'est-ce que ça donne, ces, euh, ces innovations, disons, qu'on a vues. Donc la V3 sur Uniswap qui apporte pas mal côté échange stable et la tripool sur Curve. Donc on va peut-être regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire genre, on va prendre des sommes pareil, 100 000, 100 000 USDC en Ether, parce que parfois ça se comporte pas pareil en fonction des directions, disons. Qu'est-ce que c'est là? Donc 44,88,21 pour Uniswap et 40, non, pareil, 44,65 pour Curve. Et allez, pour finir le petit tour, j'espère que c'est pas chiant pour vous, mais c'est juste pour voir parler du tout en connaissance de cause.
On va finir avec juste. Je vais finir avec juste un swap vers Wrap Bitcoin. Comme ça, on n'a pas, disons, bon, c'est un échantillon de 4 swaps, donc on n'a pas non plus été exhaustif, soyons très clairs, et c'est pas une expérience scientifique ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est plus de voir vraiment, là, concrètement, à l'instant T, qu'est-ce que ça donne si on le prend maintenant. Donc là, je pars sur vendre 5 bitcoins pour de l'USDC et à 757. Ah, là, et voilà, là, on a un des meilleurs prix sur Curve. Donc 181 466 contre 180 758. Donc intéressant. À ce niveau-là, ça commence. Euh, donc du coup, ouais, pour vendre du wrap Bitcoin, en tout cas, c'est légèrement meilleur sur la tripoule de Curve. Donc ouais, intéressant. Sachant qu'elle est quand même encore assez récente, la tripoule aussi. Je sais pas si elle a, bon, elle a quand même attiré une belle TVL assez vite, disons. Mais elle peut être amenée à, pas la tripoule, la tri-crypto. Faire gaffe parce qu'après, je vais vous embrouiller dans tous les sens. Euh, Elle fait combien maintenant? À peu près 300 millions de dollars, donc elle n'est pas non plus encore énorme. Donc voilà, intéressant. Si on résume, disons, un petit snapshot qu'on a fait là à l'instant T, les taux se resserrent sur les stables, mais il y a toujours un écart en faveur de Curve, sachant qu'on a mis des montants sympas, mais on n'a pas mis des montants excessifs non plus. Et généralement, plus on va dans les sommes importantes, plus ça va aller en faveur de Curve. Euh, donc sur les échanges e-stable, par contre, on est encore sur Uniswap en termes de meilleur prix dans les deux sens. Et sur Bitcoin, voilà, Bitcoin, la tri-crypto de Curve commence à être compétitive puisqu'elle offre un meilleur prix qu'Uniswap sur une vente de 5 Wrap Bitcoin. Donc voilà le statut dans disons, la bataille côté DEX. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr, hein, on va parler un peu de Balancer tout à l'heure. Non, c'était quel? Alors bon, on s'en fout. C'est fils.info, je crois. Il est juste vous montrer les. C'est sûr. Non. Ah, si quelqu'un là dans le chat, le petit site pour vous montrer juste les frais collectés par les différents contrats. Cryptofish, mais bref, ça change pas grand chose. Mais Fizz, non, ça c'est. Ah, ça, le Fizz, what the fuck, je l'ouvre pas en live, Nolan. Cryptofish info, merci, j'embrasse. Euh, Ah oui, non, mais c'est vrai, oublions, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas Curve là-dedans, pour un problème de calcul ou je sais pas quoi, ils les ont pas encore rajoutés. Du coup, ça va pas. Voilà. Il manque un gros joueur dans l'échantillon. Euh, mais ça vous donne quand même déjà une idée de ce qui se passe côté, côté des textes. Et on voit clairement aussi les écarts. Je pense que ça m'a l'air bizarre aussi côté Polygon pour ce chichot. Mais bon. Alors, il n'y a pas de problème avec Fee What's the fuck, c'est juste que ça va me faire déprimer Julien Crypt si je l'ouvre. La dernière fois que je l'ai ouvert sur Wallet, voilà. Je me suis promis de. Non, bon, c'est pris en compte, mais voilà. Ça fait un peu mal de voir tout ce que tu as payé en gaz, si tu veux. Bon, après, c'était pour la bonne cause et pour la science. Mais disons qu'un mec qui a roulé sa bosse depuis un an ou deux, c'est pas surprenant qu'il puisse voir 15, 20, 30 Ethers brûlés là-dedans. Euh, et en fonction des moments où tu les as brûlés, ça peut faire une petite claque, quoi. Donc, c'est pour les textes. Je pense que on va s'arrêter là. Mais donc, bon, bah, moi, voilà, je vais mettre un peu de personnel, mais vous le comprenez bien. Moi, je reste très, très bullish sur Curve. C'est marrant parce qu'il y a eu un petit moment de doute, j'ai l'impression, suite au lancement d'Uniswap V3 au début, euh, pour certaines personnes. Mais bah, il n'y en a pas vraiment, en fait, en soi. Parce que, bon, disons, là, on l'a vu au niveau des prix, c'est une bataille assez serrée, mais quand même, en tout cas, sur les stable, toujours en faveur de Curve. Mais en soi, même si Uniswap arrivait à battre à ce niveau-là, après, il y a tout un enjeu d'incentive communautaire ou autre à gérer. Et là, je pense que
Les constructions sur Curve sont beaucoup plus intéressantes que les constructions sur Uniswap. Euh, et on a pas mal parlé de Convex, que vous connaissez bien. Euh, et comment dire? Et d'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai retweeté il n'y a pas longtemps, mais on a passé les 50 millions de VECRV sur Convex. Donc là aussi, ça fait un sacré paquet. Et je pense que ça va donner des choses très intéressantes aussi en termes de gouvernance, puisque je vous rappelle que le vote, la capacité de vote de ces CRV est in fine détenue par les holders de CVX, donc le token de Convex. Donc ce qui fait de Convex une option sur la gouvernance de Curve, outre ses autres capacités. Euh, Et pour Esprit Zéro, du coup, la nouvelle version de Curve, bah, alors des gens parlent de V2, mais je sais même pas si l'équipe de Curve, elle parle de V2 pour ça, mais c'est cette fameuse Tri-Crypto Pool là, qui a été lancée il y a une semaine et demie, 2 semaines, euh, et qui permet justement, en fait, les échanges entre, du coup, Bitcoin, Ether et stablecoin, euh, qui était déjà possible avant, si on veut être exhaustif, mais qui utilisait une méthode un peu tarabiscotée, disons, qui maintenant deviennent possibles très simplement. Et donc la fameuse méthode tarabiscotée qui existait avant, c'est une méthode qui passe par Synthetix, qui a des coûts en gaz très importants, mais qui a des intérêts en termes de réduction de slippage, mais qui ne clairement pas pour le petit Joe qui arrive avec 5 Ethers qu'il veut vendre, ou voilà, des trucs comme ça. C'est plus vraiment pour coucou, j'ai besoin d'échanger. Je sais pas, on a vu les trades, c'était des trucs conséquents, quoi. Ah, ils affichent V2? Ok, ouais. Donc c'est la V2 officiellement. Euh, mais après, je pense que c'est voilà, l'organisation des poules, c'est une chose. Il y a d'autres choses qui arrivent avec. Euh, donc tant qu'on est là-dessus, ouais, sur les decks, c'est un peu comment dire, les meilleurs prix et ainsi de suite. Et une autre thèse que je commence à formuler, qui maintenant pour moi est assez évidente même, hein, on en a parlé un peu sur cette chaîne, c'est la fameuse taxe de paresse. Et un truc qui me fait dire ça plus que jamais, c'est chaque fois que je vais voir Token Terminal, je déprime que le protocole DeFi le plus lucratif, c'est MetaMask. Ah, non, on a Axie Infinity maintenant, putain. Waouh, GG, bravo. Mais voilà, vous voyez qu'en gros, là, les protocoles récoltés au niveau les frais récoltés au niveau de MetaMask sont ahurissants. On parle de 10 millions de dollars par mois maintenant, qui sont donc récoltés, hein, pour ceux qui auraient raté, sur donc le MetaMask Swap. Je ne sais pas si vous le voyez là en stream, si j'ouvre mon wallet. Bref. Donc le MetaMask Swap, vous pouvez swapper des cryptos, c'est routé sur des agrégateurs comme Paraswap ou d'autres, sauf que MetaMask rajoute un petit frais de 0,85% parce qu'il vous aime bien. Et, euh, et ça aboutit au plus gros flux de revenus qui existe en DeFi. Faut quand même se mettre ça en tête une minute, c'est un truc qui peut faire mal, hein, Alors c'est marrant qu'il les classe en protocole revenu, parce qu'en soi, c'est pas un protocole MetaMask, et je sais pas où ils atterrissent ces fonds, mais c'est plutôt pour l'équipe en soi directement, quoi. Mais bon, vous comprenez l'idée. Et donc, c'est toute la thèse de cette taxe de paresse, c'est quoi? C'est MetaMask, Ledger et potentiellement d'autres, en gros, plutôt des wallets, mais des services qui ont vocation à offrir une expérience tout en un crypto et, qui chargent un frais pour ça. Et c'est marrant, c'est que c'est vraiment ce qui est mis en avant même dans la com quand tu vas sur Ledger sur leur swap. Euh, et étonnamment, enfin étonnamment pas, ça marche quoi. C'est un modèle qui, mais ça me fait mal de le dire, mais, mais qui est aussi solide que stupide. On va le mettre comme ça. Aussi paresseux qu'efficace. Ouais, c'est à peu près ça les mots qui me viennent à l'esprit. Euh, et bon, après, il y a peut-être même des gens qui vont nous surprendre à ce niveau-là. Par exemple, Zapper semble pas trop s'orienter là-dessus. Il me semble qu'il y a un petit frais sur le swap, mais qui n'est pas énorme. Mais peut-être qu'à terme aussi, le fait d'avoir tout en un va les amener à charger un peu sur certaines activités, beaucoup plus. À voir où ça nous mène, quoi, cette taxe de paresse. Et je vous avoue que le modèle m'enchante pas énormément, mais je pense qu'il va marcher très bien, simplement parce que le confort, c'est sacré, ce qui paraît.
Je sais pas. Non, en vrai, faut pas me demander à moi, hein. Je pense que vous avez bien compris que je ne comprends pas dans quelle débilité on peut pas ouvrir une tab, mettre une adresse, faire entrer et swapper ses tokens en économisant 1% quasi en faisant ça, pour aucun risque additionnel, puisque de toute manière vous êtes routé sur un agrégateur en dessous. Bah, il y a quand même beaucoup de gens qui ça les dérange pas. Et alors le truc, c'est, ouais, après le débat, c'est presque un débat moral, j'ai envie de dire. C'est, comme tu le soulignes, Immaculate, c'est est-ce que c'est des gars qui sont pas informés et juste ils swapent comme des macaques et ils se rendent pas compte qu'ils se font écrémer d'1% à chaque swap? Ou c'est des gars qui savent, mais oh, ils s'en foutent, ou ça leur semble compliqué de l'autre chemin, et donc ils préfèrent le confort de l'avoir dans le Ledger Live ou dans l'app MetaMask. Bonne question de Barabou. C'est vrai qu'au final, le confort prime et c'est vrai que c'est ça qui va qui va attirer les gens. Mais là, ce qui me dérange plus, c'est que c'est un confort coûteux quand même, quoi. Et un coûteux sans valeur ajoutée. C'est surtout ça qui est un peu dérangeant, quoi. Bon, alors, tu considères que c'est une valeur ajoutée d'avoir le swap directement dedans. Euh, c'est vrai qu'après, il y a un besoin d'avoir des interfaces, disons, agrégées qui permettent de faire tout d'un coup. Maintenant, la question, c'est enfin, je sais pas, mais moi, disons, si vraiment il y avait une interface qui m'agréchait tous les services, tous mes trucs de DeFi, je pouvais les faire clairs à un endroit avec des trucs qui me traquent toutes mes poules et tout ça, et qui me prélevait un petit truc raisonnable sur quelques actions, ok. Là, là, on parle de taxes de 0,8% sur le swap. Pour vous donner une idée, c'est en gros 3 fois le taux standard, quoi. C'est-à-dire, en gros, vous faites un swap sur Ethereum, vous allez passer par une pool, probablement Uniswap ou autre, environ à 30 BPS. Point. Là, vous faites un swap sur MetaMask, vous passez au minimum par une pool, 30 BPS, plus 82 BPS de frais MetaMask. Total, 112 égale 4 fois à peu près ce que vous auriez payé en frais, 4 fois en frais ce que vous auriez payé sur un simple agrégateur. C'est c'est quand même copieux, quoi. Ah, c'est bien, on a quelques retours dans le chat. Donc voilà, ma femme l'utilise car cela est simple et rapide. Oui, c'est la valeur ajoutée de MetaMask. Bah oui, je pense que c'est ça au fond. C'est peut-être le confort aussi d'avoir tout ce qui se passe. Pour les gens, enfin moi je me rends compte que moi je m'en fous personnellement quand j'interagis avec un ordinateur, mais un truc que je formulerais comme, je sais pas, la maison, dans le sens où tout se passe au sein d'une même maison. Ils ont le logo MetaMask dans leur environnement où ils stockent leur crypto, ils font leur truc, ils font leur... Peut-être qu'il y a de ça, je sais pas. Visuellement, c'est aussi important pour les gens qui sont pas très à l'aise quand ils s'interagissent avec ces trucs-là. Euh, Ah ouais, alors oui, alors après, Zagato nous parle du swap. Ça, c'est par Changelly, je crois, non? Les swaps BTC natifs vers du stablecoin et des choses comme ça. Par contre, ça pique en frais, parce que Changelly, il me semble que ça pique déjà en frais, et puis MetaMask Ledger doit repiquer un bon coup dessus. Euh, donc, double piqûre, hein, ça doit pas faire du bien. T'as des solutions pour faire ça, hein, Alors, ça veut dire que ça va être un peu plus compliqué, hein, de faire ça depuis ton Ledger directement. Euh, mais ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait pas finir ce sujet sans mentionner le fameux swap d'airdrop. Merci l'infréquentable. Euh, donc les gens qui anticipent un airdrop potentiel MetaMask ou Zapper un jour et qui font un swap ou deux pour sécuriser quelques tokens. Bon, c'est une thèse qui se défend. Euh, à voir. Donc un autre sujet assez cool pour changer, qui est du côté du rail. Donc, on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, surtout avant son lancement et au début. Euh, le protocole continue son petit bout de chemin. Et il y a, je m'y bon, je m'y intéressais déjà, mais disons, je regarde de plus près Rai derrière moi. Mais pas tant, enfin, bon, le protocole, je l'ai toujours suivi, mais c'est-à-dire que je re-regarde Rai comme un actif, on va le dire comme ça, dans un contexte où bah, j'aime avoir de l'exposition en stable, mais maintenant j'aime bien aussi diversifier mon exposition en stable. Et avec un contexte un peu plus large et de la fameuse. Alors, je suis pas l'expert, je vais pas vous faire tout le chapitre là-dessus, je vous laisse écouter.
quelle église vous voulez entendre, mais la fameuse question de l'inflation qui arrive. Moi, je reste, comment dire, Hmm. Je reste assez sûr de mes intuitions. Et quand je regarde le M1 du dollar, je vois un truc tellement horrible que même le pire des shitcoins au monde, il n'oserait pas faire ça. Du coup, je me dis juste que voilà, il y a sans doute un truc à ce niveau-là. Et ça peut être intéressant d'avoir de l'exposition stable qui n'est pas du dollar, qui n'est pas de l'euro, qui est quelque chose malgré tout stable. Pas non plus un Umple qui va faire nawak dans tous les sens, mais voilà, un truc relativement stable, mais surtout décorrélé d'une fiat. euh, et, voilà, dans la dernière discussion qu'on avait eue là-dessus, je vous en parlais aussi dans le terme presque du risque légal, j'ai envie de dire, d'utiliser le dollar quand on voit toute l'extraterritorialité du dollar et toute la violence légale et administrative qu'il peut y avoir juste pour utiliser des dollars dans un contrat commercial entre deux pays qui ne sont même pas sur le continent, enfin qui n'ont aucun rapport avec les États-Unis d'Amérique. On peut se dire que peut-être à terme, si un jour il y a des problèmes sur les stablecoins, ils pourront aussi taper à ce niveau-là. Donc, voilà, une sorte de edge, j'ai envie de dire, à la fois juridique, légal, et en même temps pur économique, anti-inflationniste, peut déjà vous amener à un rail. En tout cas, moi, c'est pour ça que je reconsidère, disons, dernièrement. Et là, je voulais plutôt vous parler de ce qui se passe côté... on va les retrouver là-dedans. Côté écosystème étendu, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que depuis le lancement de Rai, il y a de nombreux services qui ont supporté le Rai. Euh, et le, euh, il y a des incentives généralement en FLX qui sont ajoutés au-dessus de ça. Et donc ça vous offre des opportunités assez intéressantes pour faire des choses avec Rai. Alors, on va en reparler. Je vais faire le tour. Et avant ça, je réalise qu'il y a un truc assez cool aussi, que je vous ai pas mentionné, qui est... j'ai pas de safe ouvert, là, je vais pas pouvoir montrer, à part si peut-être dans la doc. Qui est en fait que ils ont rajouté une fonction pour les safes, qui est le save. Et en gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous allez avoir d'un côté votre save, donc un safe rail, c'est comme sur Maker, mais avec du rail. Vous posez des ethers, vous mintez des rails. OK. Après, qu'est-ce que vous faites avec ces rails? Il y a plusieurs options, mais une des options, c'est par exemple de les amener en liquidité sur RaiIS sur Uniswap. Et maintenant, là où c'est assez cool, c'est qu'ils ont donc lancé, il y a peu de temps, il y a quelques jours, cette fonction save. Et l'idée de la fonction save, c'est quoi? C'est vous avez votre safe avec vous avez votre safe avec vos ethers dedans, vous mettez des rails. Les rails, vous les mettez en LP sur Uniswap et vous mettez le LP dans le safe. Et maintenant, votre position, votre vault réflexeur, il peut être sauvé par votre LP automatiquement si elle a panique sur le marché et comme ça vous ne faites pas liquider. Mais pendant ce temps-là, en gros, il est en train de farmer. Donc il y a un truc assez intéressant à ce niveau-là. La seule limite, c'est que je crois que ça marche avec le LP Uniswap V2 et pas le V3, mais ça probablement ça va se rajouter après. J'essaie de vous retrouver ça dans la doc. C'était. Non, ça c'était les variables. Ah, il était où? Pas super bien foutu dans la doc. Hey. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, vous comprenez l'idée, quoi. C'est en gros un DeFi saver automatique intégré qui utilise comme collatéral pour save votre LP Israël. Euh, comment dire? Alors, on n'a pas encore parlé de Polygon Balancer. Voilà, c'est vous, je lisais le message de Nolan. Euh, top. Et Razer, ouais, on peut en parler, mais je t'avoue que j'ai pas d'expertise particulière là-dessus. Ça fait un petit bout de temps qu'il est là, ce projet, mais j'ai pas eu spécialement plus de curiosité. Quoi. Euh, donc, pour reprendre mon petit tour sur le rail, que je retrouve ma table, et peut-être juste un dernier truc en tête, parce que je vous parle du rail, mais j'ai pas envie de vous lancer comme ça. Il faut juste pas oublier que même si vous ne mintez pas de rail, donc si vous n'avez pas de vault, je vous conseille très fortement quand même d'aller voir cette page, donc stats.reflexer.finance, où vous allez pouvoir voir toutes les métriques du système, mais notamment une qui est très importante pour vous, qui va être le annual redemption rate.
Et, euh, et ça, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce taux est positif, on va partir pour que vous compreniez, en exposition pure rail. Si ce taux est positif, vous gagnez de l'argent. S'il est négatif, vous perdez de l'argent. Il perd de la valeur. On va le dire comme ça. Il perd de la valeur. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça peut devenir compliqué quand vous rajoutez le rail en situation d'emprunt ou de prêt. Euh, c'est terme. Je me perds dans mes capsules. Qui est donc ici. Donc, euh, pour vous donner, pour le mettre simplement, par exemple, il y a, vous allez, ah, il n'est pas incentivé juste, mais il y a un, si, il y a Idle là. Donc il y a Rai sur Idle Finance. Donc Idle, c'est, en gros, ça va le déposer sur le marché monétaire qui offre le rendement le plus intéressant en dépôt et vous donnez des Idle. Donc là, mettons que vous allez faire 3,54% côté Idle grâce au lending, plus après les autres tokens. Mais si la situation reste telle quelle pendant un an, vous aurez aussi fait 0,6% de plus grâce au redemption de Rai. Maintenant, dans l'autre sens, s'il est négatif, vous avez perdu de l'argent. Et je précise aussi que dans le sens du borrow, c'est dans l'autre sens. Dans le borrow, vous voulez un redemption rate négatif, idéalement. Euh, et je vous précise ça parce que, en fait, sur AV et sur Fuse, c'est que le borrow, et sur Kashi et sur Crim, c'est que le borrow de Rai qui est incentivé et pas le dépôt. Donc, il faut garder ça en tête. Mais voilà, ça vous offre une option qui peut être pas mal pour avoir un edge. Comme je vous disais, moi personnellement, je le considère maintenant. J'avais une position à l'époque, je l'ai au début pour farmer. Après, j'ai exploré d'autres opportunités. Et maintenant, j'y reviens. J'y reviens. Et maintenant, je suis plus dans le stade de l'analyse au niveau de savoir est-ce que je veux remettre des états dans le système. En fait, est-ce que je vise plutôt une entrée opportunistique sur RAI à partir de stable dans le but de juste avoir un bag RAI mais qui n'est pas lié à un vault. euh, Plus en edge sur le long terme, quoi. Ça serait dans cette approche-là. Euh, donc, à voir. Et après, concernant sa fiabilité, Zagato, comme tu le soulignes, ça reste un projet jeune, euh, alors qui après est quand même construit sur le modèle Maker, forqué sur Maker, donc au niveau du code, il y a quand même, ouais, ça a un peu roulé sa bosse, disons. Euh, Après, le modèle est bien différent d'un DAI, notamment avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul collatéral. Et, euh, et ouais, toute l'infrastructure additionnelle qu'il y a autour chez Maker pour le DAI, qui n'est pas nécessaire ici, le PSM et ainsi de suite. Euh, ouais, après je suis un peu vénère sur le DAI dernièrement, donc je vais m'arrêter là. Mais moi je pense que tu pourras arguer que dans certaines dimensions c'est plus safe qu'un DAI, puisque par exemple il n'y a qu'un seul type de collatéral et l'infrastructure en général est plus simple. Euh, Après, dans d'autres, ça l'est moins, puisque c'est plus récent. Il y a tout le problème autour du... problème, non, mais tout l'enjeu autour de... bah, le rail, il est pégé à lui-même en soi. Ça fait peur à pas mal de gens, ils n'aiment pas trop, ils comprennent pas le mécanisme qui est derrière avec le market et le redemption price. C'est une drôle de bête quand même, le rail, hein, ça je vous le cache pas. Mais, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est plus comme ça que je le vois, et surtout, encore une fois, dans le contexte de voilà, vous avez du stablecoin en dollars qui fait du rendement, c'est cool, mais bon, à un moment donné, vous vous dites, bon, d'accord, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi... Si ce que je cherche, c'est de la stabilité, et pas juste, je veux dire, de la vraie stabilité pérenne, et pas du, ah, ça reste en dollars tel quel, et donc j'ai l'impression que c'est stable. Mais on va dire de la stabilité de capacité d'achat, d'acquisition que tu as avec tes cryptos. Peut-être que tu peux avoir quelque chose de pertinent à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que on va lui donner ce point-là. Nolan souligne quand même que la liquidité est limitée. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de rails, hein, comme vous avez pu le voir euh, dans les analytics. Je crois qu'on parle plus que de 6 millions de rails, un truc comme ça. Il y a eu beaucoup de burn dernièrement. Combien il y a de rails au total? Ils vous disent? Ouais, c'est ça, 7 millions de rails. Donc c'est pas énorme, mais peut-être que cette dynamique-là va relancer un peu, ces incentives à aider à relancer la dynamique, à voir. Et ouais, on en avait parlé dans la dernière vidéo, c'est dispo sur AV aussi,
mais sans facteur de collatéral pour l'instant. Et ça se mine pas à l'infini le rail. Julien, comme tu peux le voir là, il y a un sailing, comme la plupart des services makers, pareil, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en gros, après, il faut un vote, il faut une action pour pouvoir passer au-dessus des 10 millions de rails mintés. Alors, attendez, il y a quelques questions, j'essaie de ne pas me perdre. Euh, donc le rail est peg sur rien. C'est tout l'objet du rail. Le rail est peg à lui-même ou peg sur rien. Tu peux le voir comme ça. Il dérive son, son backing, disons, de l'éther, mais en soi, c'est tout l'intérêt. On essaie de créer une stabilité avec le rail, qui soit pas une stabilité sur une monnaie fiat, mais une stabilité, j'ai envie de dire, essentielle au niveau du token en lui-même. Hein. Et ça, je pense que ça peut être assez cool. Notamment si un jour, par exemple, ça peut être utilisé en collatéral sur AV. Mais on est d'accord, Nolan, le LUSD, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que vous me disiez dans le chat donc sur alors sur Homme, je sais plus, j'ai vu passer une petite question, pourquoi pas? Moi, je t'avoue que j'ai pas suivi. Il y avait l'air d'avoir des choses intéressantes. Enfin, j'ai regardé un peu de loin, il y avait l'air d'avoir des choses intéressantes. Mais voilà, c'est quand même un autre truc. Mais c'est vrai que il y a aussi. En fait, j'ai l'impression qu'en règle plus générale, il y a. Merci, Cryptologic, pour le sub. Il y a, comment dire, les gros acteurs DeFi commencent à s'intéresser à ces stablecoins un peu alternatifs, commencent à comprendre que bon, bah, le DAI, c'est pas non plus. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas la panacée, quoi, et que ça peut être pas mal d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre côté. Et vous voyez notamment Frax, qui, moi, ça m'étonnerait pas qu'on le voit en collatéral dans des marchés monétaires assez majeurs bientôt. Euh, et même l'USD, tout cela, ils vont arriver en soi parce qu'ils ont de la liquidité sur Curve, ils commencent à être assez solides, ils tiennent leur prix, pourquoi pas. Et euh, je crois que c'est tout, j'ai raté. Et Madao et Lars, j'ai vu ça passer avec un Gitcoin ou un truc comme ça, non? C'était pas une histoire de. Les gars, ils récoltaient de l'argent sur Gitcoin pour faire stablecoin. À back par 80% par les fiat, 15% par du gold, 5% par du BTC. Waouh. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Ça m'a l'air un peu complexe à tenir quand même, mais. Là, je connaissais pas pour le coup, bah écoute, j'irai voir. Ça me disait quelque chose, mais je sais pas, j'avais en tête une autre Mahadao. Euh, donc, ouais, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois si j'ai eu le temps de creuser et que c'est intéressant. Je te tiens au courant. Je sais plus qui m'a mis ça, mais merci. Ah, ouais, c'est vrai, Sylvain, ça, bien vu, en effet. Côté Ribbon Finance, on en avait parlé. Mais le scénario, là, on est clairement dans la zone où ça peut faire mal, plus de 20% d'appréciation sur une semaine. Et on va peut-être finir dans la zone où ça peut faire assez mal, c'est-à-dire entre 20 et 50%. Mais là, après, c'est le prix de la science. Euh, et ouais, Julien, on va pas faire le détail du rail ici, mais c'est vraiment un mécanisme où en gros tu as le prix observé sur les marchés et le redemption price qui est le prix à laquelle tu peux minter tes rails. Et en fait, le money god, le contrôleur, fait converger le redemption rate vers le market. Enfin, il y a des interactions entre les deux en fonction de ce qui se passe et de l'écart entre les deux. Le redemption rate évolue pour que le système tienne sa stabilité, quoi. C'est un peu complexe. C'est pour ça que je préfère le faire. Soit on se pose et on le fait vraiment en détail, mais je peux pas trop le faire en 3 minutes comme ça. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas un peu. Ah, si, déjà, attendez. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Là, vous êtes une petite centaine en plus, donc c'est sympa. On va le faire maintenant. Je vais vous faire le petit drop de Alma. Donc, Alma, qui est un artiste qui s'appelle Valkyrie, des sortes d'avatars de protocoles DeFi, assez cool. Et, ouais, un peu plus bas du coup, là.
Et la voici. Mahadao vient de Rug. Ah ouais? Bon, ben, ça m'enlève un truc à rechercher cette semaine. Merci, Cosmonaute. Ah là là. Euh, donc oui, on va faire le petit giveaway à Alma, histoire que je l'oublie pas. Et après, on va partir tranquillou sur Polygon pour discuter de ce qui reste. Donc je viens d'ouvrir le giveaway pour gagner donc cette fameuse Alma. Tout ce qu'il vous faut, c'est taper NFT, il me semble en minuscule, faites attention dans le chat. Et, oui aussi, on est le... Bon, c'est peut-être un peu tard pour celui-là, mais j'en ai promis deux autres à la communauté DeFi France, au cas où vous n'auriez pas vu le tweet. Et donc j'ai dit... J'ai dit quoi? J'ai dit un... ouais, je dis pas... Oui, c'est ça. Un tiré au sort parmi les 15 plus gros farmers de blé sur le Discord DeFi France. Donc là, si vous n'y êtes pas, ça va être compliqué d'arriver en dedans en 2 jours. Mais un autre qui va se passer au même moment, donc fin du mois, dans un jour ou deux, où je vais vous faire juste un giveaway par réaction sur le Discord. Donc, si vous n'avez pas eu votre chance cette fois-ci, vous pourrez retenter à ce moment-là. J'ai fait pas mal d'acquisitions dans les NFT dernièrement aussi. On en parlera. Il y a plein de choses qui se passent, c'est très dynamique. On en parlera dans le prochain live NFT, peut-être ce jeudi si j'ai la foi. Sinon la semaine prochaine. Mais ouais, ça bouge. Hop, je vous laisse encore un petit peu de temps pour le giveaway. Et après, on va sur Polygon. Eh oui, petit NFT Bankless DAO, je me suis fait plaisir, il était où? J'ai pris un c'était un truc de 1000, ça c'était plus pour supporter un peu la démarche, il est là. Ah, 155. Ouais. Après, je suis plus allé côté génératif, les collections, des trucs comme ça, il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent. Ah, bon, il y a des trucs assez merdiques aussi, hein, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de spéculation. Euh, mais voilà, petit crypto-con qui m'a fait marrer. Allez, hop, je vais tirer et on part sur Polygon parce que si vous me lancez sur les NFT, on va faire 3 heures en plus. Mais ça sera pas de la diff. Alors, hop, je ferme le giveaway close. C'est bon, 71 participants, bravo vous. Et il va y voir. C'est OXOX 888 qui remporte la Alma du coup. Donc, comme d'hab, tu m'envoies un petit DM sur... déjà, félicitations, pardon, quel coup j'ai. Et tu m'envoies un petit DM sur Twitter, sur Discord, ouais, plutôt ces deux-là, euh, et pour me donner ton adresse. Et je t'envoie ça. Je sais pas où sont nos gas price là, mais je t'envoie ça quand c'est calme, quand je peux en faire un 10 ou 15 dedans. Donc là, on est bon. Voilà. Oui, pardon, aussi, il faut que je note ton nom. Je me disais, j'ai comme un bug. Je me dis, attends, j'ai oublié un truc. Euh, alors, du coup, on va retourner sur la DeFi, après une petite parenthèse NFT. J'en profite pour vous dire qu'il y a celui sur Link, je sais qu'il y a pas mal de Link Marines ou de fans de Link dans le coin. Donc il y a celui à la Valkyrie sur Link qui va sortir cette semaine, normalement, je crois. Je sais plus bientôt. Peut-être qu'elle est même déjà là. En vrai. Comme ça, je vais rafle tout supply en live devant vous. Non, je vais me calmer avec Valkyrie maintenant qu'elle est un peu plus connue.
C'était surtout pour l'aider à se lancer. Non, elle n'est pas encore là, mais elle devrait pas tarder. Donc, n'hésitez pas. Et pour Terra, ouais, c'est vrai qu'il y a le truc de mirror, les options. Je trouve que je suis tout simplement pas regardé, donc moi je parle pas de ce que je touche pas et je connais pas. Euh, il y a peut-être des trucs intéressants, mais j'ai pas eu le temps d'aller au-delà, quoi. Donc, on a eu des lancements assez cool sur Polygon. Bon, comme d'hab, hein, disons que je vous fais la version raccourcie quand on fait les points Polygon, mais je vais peut-être expliciter une fois pour qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de protocoles de merde qui se lancent tous les jours sur Polygon, mais il y en a quelques-uns réellement intéressants. Donc, pour les milliers de protocoles de merde qui se lancent tous les jours sur Polygon, il vous suffit d'aller sur VFAT et vous aurez l'embarras du choix si vous voulez vous lancer dans la chasse aux shitcoins. C'est pas tellement mon objet, moi. Bon, ils listent aussi les protocoles sérieux, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vous voyez bien juste par les noms qu'on est déjà sur des trucs assez. Voilà. Mais donc, dans la vague de d'AMM Copycat Farm qui se lance habituellement sur Polygon, euh, on a, euh, on a comment dire, on a quand même eu quelques lancements sympas de protocoles qui ont fait leurs preuves sur le mainnet Ethereum. Et en tout cas pour Balancer, désolé Pickle, qui sont réellement innovants et intéressants, pertinents techniquement. Non pas que Pickle ce soit inutile, mais voilà, c'est pas non plus du même calibre, je dirais quand même. Euh, donc, côté Balancer, il y a 5 poules incentivisées, comme vous pouvez le voir ici, avec des incentives quand même encore pas mal. Ça avait commencé dans les 2000%, mais sur des poules à 300 000 de TVL. C'est cool de voir aussi que ces volumes commencent à bien prendre et on reste sur des ratios de volume assez conséquents, donc à peu près la moitié de la TVL qui se tape en volume chaque jour, un peu plus pour certaines poules. Et, euh, et compléter votre Pokédex de Rugpel. Ouais, c'est exactement ça. Euh, et donc, oui, ce qui est cool aussi sur Balancer, c'est le choix des tokens. Euh, donc, vous avez les plus gros tokens sur Polygon, disons, le link que vous retrouvez là est lavé, et bien sûr le BAL, leur token natif dans quelques pools. Mais au-delà de ça, bien sûr du Matic, c'est Polygon, mais au-delà de ça, remarquez que et Sushi, pardon, ici, et que les seuls autres tokens qui sont présents, c'est quoi? C'est qui a dit et Mimatic dans les pools incentivés. Donc voilà, clairement un sniping, disons, des quelques rares protocoles Polygon native, comme je les appelle, qui sont pertinents. Ça fait du sens pour lancer une liquidité, disons, pérenne sur Balancer, à voir ce que ça va donner à terme. Mais voilà, cette pool-là, donc en 20%, un cinquième Matic USDC qui balle mi-Matic, euh, elle peut avoir une pertinence. Ouais, peut-être qu'ils ont la même vision que moi chez Balancer, ou alors non, moi je vous dis, c'est juste ils sont malins, c'est des gars qui font de la DeFi depuis un petit bout de temps, et voilà, ils se sont dit, ok, on lance un DEX sur Polygon. Alors, on peut faire comme QuickSwap et tous les autres, aller chasser le moins de coins de merde et foutre une incentive dessus pour qu'ils viennent déposer chez nous. Ou peut-être qu'on va se dire, ah, on va essayer de faire 3, 4, 5 belles grosses poules qui vont être pérennes. Alors oui, coucou, on fait une USDC Ismatic, celle-là a été évidente. Mais voilà, après, ils ont cherché des poules un peu plus créatives. Euh, et, euh, et je pense que ça tient assez la route, quoi. À voir après ce que ça va donner. Puis il va probablement y en avoir d'autres rajoutés. Je crois que pour l'instant, c'est en. euh, Ouais, vous pouvez pas créer. Attends, je vais connecter un wallet avant de vous dire de bêtises. Mais j'avais regardé l'autre jour, il me semble pas qu'on puisse créer de pool. C'est vraiment. C'est plus des pools créés par défaut. C'est pas encore le truc en mode self-service autonome, quoi. Ou alors, en tout cas, au niveau de l'incentive, c'est sûr que c'est que sur certaines pools. Ouais, c'est ça. Il y a des votes, donc faut être intégré. Ah, c'est passé par un vote jury, ça? Je croyais que c'était. Ok. Putain, j'ai raté complètement le truc. Donc, bon, en tout cas, la communauté Balancer donc, a montré sa capacité à repérer les tokens pertinents, je pense, pour un lancement, ou en tout cas ceux qui faisaient du sens pour essayer de se creuser un petit bout du gâteau. Et donc, côté lancement, on a aussi
Pickle. Ah oui, il y a Polyquity aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de celui-là. Bah, c'est Liquity sur Polygon. Après, désolé, j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça les spécificités du fork. Euh, alors, ah, pardon, il y a quelques questions sur Balancer, je saute un peu vite. Question pertinente d'ailleurs. Adonis qui nous demande ces poules, je les vois un peu comme des index, je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. Tout comme la tripoule, c'est un peu une bonne manière de les voir, je pense. Parce qu'effectivement, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que comme tu es dans une poule d'un AMM, elle va te maintenir à tout moment ta valeur à une proportion équilibrée de ces quatre actifs, ou 5 ou 7. Donc en effet, ça agit un peu comme ça à ce niveau-là. Ça peut être une manière de le voir. Et oui, peut-être dernier détail pour Balancer, c'est peut-être un peu mieux maintenant, bah, quand il y a plus de liquidité. Mais faites quand même attention quand vous déposez. Généralement, il vaut mieux poser de manière équilibrée euh, plutôt que de se faire. Voilà, vous pouvez prendre un certain slippage si vous arrivez sur une pool et que vous essayez de déposer 100% juste en un actif. Vous allez être de toute manière du coup dilué. Euh, et oui, dernier point aussi, quelqu'un l'avait dit dans le chat, mais c'est vrai que je crois que je ne l'ai pas dit à l'oral, bien vu. C'est toi, Bricou, je ne sais plus. Bon, en tout cas, merci à ceux qui a rappelé ça. Il y a donc du liquidity mining sur Balancer que vous pouvez voir là. Donc vous avez à la fois des récompenses, il n'y a pas de détail ici. Vous avez à la fois des récompenses via les frais de swap et des récompenses sur en balle et en matic, ou peut-être juste en balle, sur la liquidité. Et elles sont payées le mercredi euh, chaque semaine. Donc voilà, donc il y a un petit délai à ce niveau-là. Euh, et il me semble que dans leur blog post, ils disent combien de temps vont durer, mais vous avez au moins quelques mois devant vous, probablement. Et allez, pour être transparent avec vous, bon, vous savez que j'aime bien Balance, je vous en ai déjà probablement parlé. Et comme tous les protocoles pertinents que je considère pertinents, qui m'intéressent, généralement j'ai une position dedans. En l'occurrence, je suis utilisateur aussi sur Polygon. Euh, je suis parti, moi, sur la pool, la grande classique, hein, la principale. Donc là, mathématiques, USDC, ISPAN. Adenis, à terme, oui, tu peux créer les pools sur Balancer, hein, tu peux le faire sur Balancer Mainnet. Euh, là, par contre, je crois pas que c'est encore activé sur Polygon. C'est un peu un lancement contrôlé, disons, où pour l'instant, voilà, ils ont mis les grosses poules et on fait du volume, on regarde ce qui se passe, après tout va bien. Et après, je pense qu'il va y avoir le truc plus personnalisé. Et en effet, Noma nous rappelle qu'il y a Kyber qui se lance demain. Donc, à voir ce que ça va donner. À ce niveau-là, franchement, ça serait plus, moi, à mon avis sur Kyber qui se lance, ça va pas être très intéressant. Mais un gars, peut-être qu'il faudrait que je vois avec Nolan s'il est chaud pour en parler, parce que Nolan, lui, il est convaincu que. Enfin, convaincu, je sais pas. D'ailleurs, je ne veux pas parler pour toi, Nolan, si tu es dans le chat, mais il me semble que, en tout cas, il a de bonnes raisons de penser et il articule bien, il le défend bien la thèse selon laquelle les AMM ont gagné, donc les automated market makers comme Uniswap ont gagné, disons, sur les L1, mais c'est pas forcément évident pour les L2, et il y verrait bien la logique d'order book bien marcher là-bas. Si, alors j'espère que je te dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était à peu près ça la thèse. Et donc là, je pense que, ouais, du coup, je vais voir avec Nolan s'il est chaud pour qu'on en discute. Un peu qu'est-ce que ça peut apporter Kyber et est-ce qu'en effet, on peut envisager une sorte de retour de balance dans l'autre sens, de l'AMM à l'order book? Pardon, du l'order book à l'AMM, puis de l'AMM à l'order book. À voir. Alors, pourquoi j'ai rien ici? Ah, parce que je suis pas sur Polygon. Alors, pour finir, je voulais juste vous montrer Pickle, qui est un autre service qui vient du mainnet Ethereum et qui s'est lancé également sur Polygon. Mais c'est à l'air un peu en PLS. Ah là là. Allez, bah. Hop, je tente un refresh. Hmm. Mais du coup, oui, l'idée. Il faut que je change de RPC pour Pickle. Bon, oh là là.
Ouais, d'accord, avec l'éthique. Merci, Brick. Bon, donc du coup, pour ceux qui veulent utiliser Pickle, sachez qu'il va falloir éditer votre RPC, chose que je n'ai pas faite sur mon ordi de stream. Donc voilà, on va s'en passer. Mais bon, l'idée, elle est assez simple. De toute façon, c'est des jars classiques comme il peut y avoir sur le Pickle mainnet. Je sais pas exactement quel paire ils ont, mais en gros, ils vont vous composer, oups, là, pardon pour l'image, ils vont vous composer des positions LP automatiques. Des positions LP qui forment des tokens, du Quick ou des choses comme ça, probablement, automatiquement pour vous. J'imagine avec un peu de pickle donné en plus. Donc voilà, ça peut intéresser à certains. Euh, et c'est vrai que oui, je vous en avais parlé aussi de pickle la semaine dernière, il me semble. Du pickle Ethereum cette fois-ci, pour vous mentionner. C'était le service aussi qui a la fameuse PLQTI jar là, pour composer automatiquement vos liquidity, donc Ethereum mainnet cette fois-ci. Putain, mais ça c'est pas la page switch ici. Faut que je change de RPC sur mainnet aussi, ça se passe comment? Alors, Pickle, ça apporte rien. Ouais, bah, ça apporte. Si on veut être pragmatique, ça apporte une planche à token dans l'écosystème Yearn. Moi, je décrirais ça comme ça. Parce que Yearn, c'est compliqué de minter du token. Sushi, ils ont leur indépendance, c'est leur propre mécanisme de minting. Pickle, c'est un truc que tu peux plug sur n'importe quoi et qui peut permettre de rajouter des incentives. Euh, mais ouais, après, ils essaient de capturer un peu avec leur tokenomics de type. Putain, même là, ça marche pas. Avec leur tokenomics sur le deal qui reprend une logique VECRV. Mais pourquoi pas. Après, voilà, c'est plus. Moi, je le regarde comme une opportunité, c'est-à-dire, je prends le réflexe de. Si je me retrouve en train de considérer un vulture, par exemple, bah, je vais aller voir est-ce qu'il n'y a pas il y a pas une pickle jars pour faire des pickles en plus, tant qu'à- Tu vois, et par exemple, pour ceux qui sont, je sais pas, dans le yearn LUSD, bah, a priori, rien ne les empêche d'aller ramasser peut-être 3-4% en plus en posant sur pickle. Ceux qui sont sur STIS, dans le yearn STIS, c'est pareil. Et après, là, bah, pareil, pour l'equity, ouais, le site de Pickle est pas très. Pareil, là, pour l'equity, du coup, pour ceux qui veulent composer automatiquement leur liquidity, bah hop, ils ont leur liquidity jar qui fait ça pour eux. Donc, pourquoi pas. Donc, bah, rien à vous montrer, désolé, c'est pas la joie sur le site. On va pas reparler d'Adamant encore. Je sais pas, si, peut-être. Oui, je sais pas si vous avez des questions sur Adamant et May, si vous voulez. Euh, côté Si côté mais je me dois de vous partager quelque chose, alors ça va être un peu léger, mais voilà, on va le faire comme ça. Donc des gens, je vais pas les doxer ou quoi que ce soit, mais on m'a, en gros, il y a quand même des contrats assez permissifs côté May Finance, qui peuvent être justifiés par le fait que c'est un produit assez jeune et qu'il y a besoin d'avoir des contrôles et ainsi de suite. Mais ayez conscience que quand même, voilà, il y a une certaine confiance placée dans le développeur qui a priori n'est pas un vilain petit canard. Mais voilà, c'est pas non plus aussi, aussi open que ce qu'on pourrait croire. Côté fail locaux, putain, ça existe encore ce truc. Oui, c'est vrai que j'ai plus trop suivi post-lancement. Quand j'ai vu qu'ils étaient toujours pas sur une pool Uniswap V3, je me suis dit que bon, ça servait à rien d'espérer quoi que ce soit de leur truc, quoi. Mais après, le problème, c'est qu'ils ont lancé trop tôt et la gouvernance, elle est un peu lente, quoi. Comme dans tout. Et puis surtout, va la structurer dans le bon sens, quoi. Ah oui, j'embrasse, bien vu. J'avais oublié celui-là. Tornado Cash sur Polygon, ça c'est vraiment cool, puisque pour le coup, euh, donc Tornado Cash c'est un service qui vous permet un mixeur, comme on les appelle, à un haut niveau très très simple. Bob veut envoyer des ethers à Dylan, mais il veut pas laisser de traces. Alors Bob envoie ses ethers à Tornado, Tornado récolte les ethers de plein d'autres personnes, mix match ça dans tous les sens avec plein de bumps, et éventuellement envoie les ethers que Bob voulait envoyer à Dylan, mais avec je sais pas combien de sauts, de passages, de shuffling au milieu. Euh, donc c'est un peu la même logique que le Onion Router pour vous connecter à Internet, mais là pour envoyer de l'argent. Euh,
Donc ça, c'est assez cool. Et il y a du mining aussi, et ça arrive donc sur Polygon. Donc pourquoi pas dans la Cache quand ça sortira. C'était qui nous précise? Bricou, c'était toi? Non, Jean-Brasse, pardon. Ouais, Jean-Brasse qui nous précise ça et que les contrats sont déjà déployés. Euh, donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, si vous n'avez pas de questions. Côté, ouais, on peut reparler un peu d'Adamen si vous voulez, donc qui a survécu à l'écroulement du Titan avec des profits qui repartent en hausse maintenant qu'on a passé un peu le crash, disons. Et ouais, ça a pris aussi ça ou pas? Bon, quand même. Ah oui, putain, elle était jeune. La poule PUSD. Ah, c'est la Stability Pool, ça, avec Incentive Equity. Du coup, PQTI, j'imagine. Et ça, c'est la LP. Ouais, à voir. Des fork liquidity sur toutes les chaînes. C'est marrant. En soi, c'est logique, hein. Moi, d'un côté, euh, d'un côté, j'ai envie de dire, ça me fatiguait. Et de l'autre, je préfère avoir des forks de liquidity que de makers qui feraient aucun sens ou de campand qui font aucun sens. Là, pourquoi pas. À voir après où ça va aller. C'est vrai qu'il y a même un fork sur BSC. On peut aller voir quand même. Pour finir. Liquidity comme ça. Ouais, du premier coup. Alors. Ah, Guindle 13. Quel lien entre Adamant et Titan? Désolé, je suis tout nouveau. Il n'y a pas de lien techniquement parlant, hein, c'est des équipes, des projets, tout ça était indépendant. Le seul truc, c'est que donc, Titan avait bien grossi, et notamment au sein d'Adamant, et ce qui fait à un instant T, ça représentait quand même peut-être 20-30% des dépôts sur Adamant étaient composés euh, de positions Titan ou Iron, quoi. Et bah, tant que ça durait, c'était chouette parce que ça faisait aussi des monthly profits, ce qui était monstrueux. On était à 12-13 millions de monthly profits, voire plus à un moment donné. Mais il y avait aussi le risque que bah, si Iron Finance tombe, ça faisait une bonne partie des sources de revenus d'Adamant qui partaient. Euh, et donc, bah, c'est ce qui s'est passé. Iron est tombé, mais il y a d'autres options pour maintenir le total. Ouais, sympa la stability pool. Oh là là. Donc ouais, bah, c'est la même logique que Polygon. Alors après, moi, je vais pas vous aider à juger de est-ce qu'ils ont de que Liquidity, de est-ce qu'ils ont fait quelque chose de pertinent ou quoi que ce soit. Maintenant, juste garder en tête les différents comment dire. Voilà, j'embrasse qui nous met des boucles à attends. Polyquity des demandes. Dépômatique, empreinte PUSD, swap PUSD LQTI, stake LQTI, dans PUSD. Ouais, d'accord. Ouais, c'est les mêmes boucles que ce que je décrivais. Mais ouais, en gros, il faut avoir en tête que vous avez plusieurs options à ce jeu-là. Moi, une position que j'aime beaucoup, euh, c'est la Stability Pool. Puisque je vous rappelle que je vous en parlais sur Ethereum Mainnet, mais la Stability Pool, ça vous permet aussi d'acheter les dips, puisque c'est les gens qui se font liquider, ils sont liquidés avec vos PUSD, et vous achetez du coup des matiques à bon prix généralement, puisque les gens sont liquidés quand ça saigne sur les marchés. Et en plus de ça, vous avez une APR en PK, là, en PYQ. Euh, mais apparemment, les positions de LP sur PUSD sont pas mal aussi. Donc ça, je vous laisse voir tranquille. Et Arbitrum pour Brico. Arbitrum qui enterré Polygone? Non, bon, on en a déjà parlé aussi. Je pense pas forcément, non. Arbitrum Optimism arrive, ça va être quelques semaines a priori. Et, ça va être une solution alternative intéressante, mais je pense pas que ce sera forcément sur des frais aussi marginaux que sur Polygon. Ça répond à d'autres besoins et au final, il y a de la place pour quand même pas mal de layers.
Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, si vous n'avez pas plus de questions que ça. Hmm. N'hésitez pas à aller faire 750 millions d'API. Ah, j'adore les voltages. Euh, Faut pas que je vous montre des trucs comme ça à l'écran. Et j'avoue, il nous faut un coq emoji, quoi. Le son est difficilement audible. Merde. C'est chaud de dire ça à 1 heure de live. Non, j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, mais du coup, oui, je crois que de toute façon, on va s'arrêter là. Euh, donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Ok, le son est cool, pour vous me rassurer. Et on va se retrouver jeudi pour un petit live NFT si il y a plein de trucs à discuter sur le génératif. On va bien s'amuser. Euh, que le gagnant n'oublie pas de me DM pour sa Alma. Et pour les fans de DeFi, on se retrouve semaine prochaine. Pareil, a priori 5 heures, je préfère quand même que 7 heures. Je sais que vous préférez 7 heures. A priori, j'avais demandé. Désolé, c'est quand même plus pratique pour moi 5 heures. Donc on va rester sur 5 heures. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un live DeFi à 17 heures avec une autre alma à gagner. Et pour les fans de NFT, et notamment, je pense qu'on va beaucoup parler d'art génératif, on se retrouve jeudi à 17 heures pour un live NFT. Allez, bonne soirée.